Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, le meilleur podcast Euroleague, vous connaissez déjà. Aujourd'hui, on accueille le retour du fils prodigue. Voilà, le retour du roi. J'irai pas dire jusque là, mais bon. Comment ça va, Brad? Ok, Ni ça hao. va. C'est pas trop japonais ça. toi, tu vois, tu commences à dire mal l'émission, chef. Ouais, tu connais, c'est comme si tu dis Non, hola en français ou non, va pas sur ce terrain-là, c'est pas ça. On dit ou sumimasen. hallo. On dit quoi? Sumimasen. Dis bien dans le micro? Sumimasen. Ah, t'es mignon, hein. Il est tellement kawaii. Non, c'était gang, ça va bien de fou, mais quand même, je suis content d'être dans le canapé. T'as suivi un peu l'Euroleague ou pas? J'ai suivi, j'ai bien suivi la première double journée. J'avoue, j'ai regardé les résumés parce que c'était compliqué, le décalage horaire, tout ça. Mais sinon, le reste, j'ai suivi, j'ai vu les perfs, j'ai vu les équipes. Je suis content de venir en parler. Ça a pété. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à Il y a dire. des choses à dire. C'est quoi le programme d'ailleurs? Vas-y, on voit le programme. Le sommaire pour Voilà. aujourd'hui, pour les nouveaux arrivants et même pas pour les nouveaux arrivants. Les clubs français, comme d'habitude. Les affiches de la semaine. Donc là, on aura chacun un match où on va pouvoir débattre de ce qui s'est passé, débriefer, etc. On a la question de la semaine. Ok, On aura le 5 majeur. parfait. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est très bien. C'est déjà pas mal. Oui. Donc on commence tout de suite Non, sur les... mais non. Faut pas oublier quoi. Évidemment, le fiac de Bradley est de retour. Alors, Donc n'hésitez pas à y insérer un pouce, vous appuyez sur le pouce sur YouTube, vous boostez la vidéo. surtout ça. Voilà, la semaine dernière, comme j'ai pas fait de propagande de ouf, vous avez pas assez boosté. Il y en a qui boostent, merci, mais les autres, vous boostez plus. Commentez, vous pouvez poser la question de la semaine directement dans les commentaires YouTube. Et abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous sur Insta, abonnez-vous sur TikTok, et voilà, Et là, QLS Pod. Et là, c'est parti. On est bon? Bon. On est parti pour les clubs français. On commence tout de suite avec l'Asvel qui rencontrait le club de Dubaï qui était en pleine forme, qui sortait de 2 victoires d'affilée. On avait fait ça sur la précédente émission, on avait regardé un peu l'équipe de Dubaï, allez la voir si vous l'avez pas vu. Qu'est-ce que tu attendais de ce match, Brad? Et comment tu l'as vu? Alors déjà, j'ai pas beaucoup d'attentes, hein, comme on va être très honnête, non, on va pas mentir. Moi, j'ai pas beaucoup d'attentes sur l'Asvel, mais c'est vrai que je suis agréablement surpris depuis le début de saison. Ils ont toujours une identité, je trouve qu'il y a des joueurs qui se démarquent dans ce collectif-là. Il y a des anciens qui font des performances qui sont assez impressionnantes, et on pourra rentrer dans le détail par la suite. Et finalement, j'ai eu un très bon match. La réalité, c'est ça, c'est que j'ai eu un très bon match. Je me suis régalé devant ce match avec un dénouement auquel je m'attendais pas forcément. Mais de toute façon, après, on va pouvoir rentrer dans le match. Mais c'est vrai que j'ai été agréablement surpris si je dois résumer un petit peu ce Asvel Dubaï. Et toi? Bah, écoute, moi pareil, c'est vrai que l'Asvel, même si dans le jeu, on sait que Pierre Poupé est capable de mettre des belles choses en place, depuis le début de saison, je trouvais quand même que ça manquait de... pas de liant, mais d'identité. On savait pas qui allait être l'intérieur titulaire, qui allait être l'intérieur qui allait être le plus responsabilisé. On voyait Nando être plutôt bon, mais Glyn Watson commençait à monter un petit peu en puissance sur les derniers matchs, mais sur le début de saison, c'était pas trop ça. Toba Hurtel ne joue toujours pas. Oui. Sur les ailes aussi, il y a Melvin Aginsa qui est beaucoup responsabilisé, mais pour l'instant, il répond pas vraiment aux attentes. Donc c'est vrai que par rapport à Dubaï, je me disais, bon, ça va être facile pour Dubaï. Et dès le début de match, l'Asvel a montré ses intentions. C'est clair. Et ça a commencé par un Nando grandiose. Ouais, et Nando grandiose sur tout le match. Et moi, ce que j'ai dit, ce que je te disais, c'est que sur le début du match, je me suis tout de suite dit, ok, Nando, il est très bon. Sauf que si tu dois te reposer que sur Nando, non pas par le talent, parce que on sait qu'il en est pétri, mais plutôt par l'âge, au bout d'un moment, ça va être un problème, en fait. Et je suis d'accord avec toi, tu vas devoir avoir d'autres options à côté pour te permettre de croire à une victoire ou quelque chose. En fait, c'est que sur tout le match, il a été constant, sur tout le match, il a été régulier, sur tout le match, il a montré qu'il en avait encore plein les mains, et surtout que l'Asvel... La passe là qu'il fait au début du match. Oh là là, quelle grâce. Au-dessus de la tête. Quelle grâce. Heureusement, Célias, il a mis dedans. Quelle grâce. Ouais. Et surtout que l'Asvel, sur le début du match, a de l'adresse aussi. Ils ont beaucoup d'adresse qui leur permettent aussi de maintenir un cap un peu up-tempo. Parce que franchement, ils commencent de mémoire par 3 tirs à 3 points. Ça fait 2 minutes qu'on joue. Ils ont déjà mis 3 filoches. Oui, mais ils arrosent de ouf. Ils sont à 14 tirs à 3 points, je crois, dans le premier quart-temps.
Tenté, hein. Tenté, oui. C'est énorme. Ah, oui, c'est énorme. T'as des équipes qui en un match prennent 15 tirs à 3 points. Là, ils sont à 14 au premier quart-temps. Et genre, ils ont de l'adresse, oui et non, parce que Nando. Dans les 2 premières minutes, j'ai dit. Ah, ok. Parce que Nando, il crée énormément de décalage. Oui. Mais pour moi, il devrait être au double de passes décisives. Bah, Il y a beaucoup de trucs, des passes même près du cercle où les intérieurs n'arrivent pas, soit attrapent pas les balles, soit ratent des trucs faciles. Donc, Nando vraiment rayonne sur ce début de match. On a justement Melvin Aginsa qui est toujours un peu timide. Bodur Massa, du coup, qui prend un peu la place de pivot titulaire pour l'instant, avec un Bastien Vautier qui peine un petit peu aussi à rentrer. Il découvre. Ouais, il découvre, c'est ça. Il découvre, et tu vois, tu dis quelque chose d'assez intéressant sur les 14 tirs à 3 points qu'ils peuvent prendre sur le premier quart. Et c'est ce que je me suis noté, je me suis dit, mais en fait, ils ont mis 5 minutes à mettre les pieds dans la raquette. Et tu peux pas gagner un match comme ça. C'est pas possible de gagner un match où, au bout de 5 minutes, c'est là où tu mets tes deux premiers pieds dans la raquette, tu vas provoquer des fautes, par exemple de Colo. Et j'ai vraiment pensé que ça allait être un problème, parce que je me suis dit, au bout d'un moment, ben, l'adresse, on sait, au basket, ça fluctue. Et ils ont commencé par mettre les pieds dans la raquette, et c'est là où je me suis dit, ah ok, c'est intéressant, on va voir ce que ça donne. D'autant plus que le jeu de Dubaï, c'est la deuxième équipe qui tire le plus de lancers francs, de mémoire, et t'as un Philippe Petrousev qui est en mode destruction, et qui est là pour tirer des lancers francs. D'ailleurs, est-ce que t'as un peu les stats de Petrousev sur ce match-là? Ouais, il a en 30 minutes, il finit à 13 points, 5 sur 6 au lancer, et 10 rebonds, 22 déballes. Mais il y a un autre mec aussi qui est en mode destruction, c'est Monsieur Kabengele, dont on a déjà parlé. Oui. Mais 20 points, 8 sur 12 au tir, 4 rebonds, 21 dévals, 7 fautes provoquées. Lui, il fait des dégâts, franchement. Toi, t'en as pas parlé encore cette saison, mais non. Comment tu trouves Kabengele depuis ce début de saison? En fait, je le trouve... le premier mot qui me vient, surtout de ce que j'ai pu voir, c'est puissance. En fait, il dégage une sensation de puissance, de force, un peu de tank. Ouais. Mais de tank à la Zion, parce qu'il saute aussi. Exactement, de tank, de puissance, de force, force massive. Et à chaque fois que je le vois jouer, des fois ça peut être un peu brut, tu vois. Mais il fait tellement de dégâts, il est tellement efficace aussi quand il est dans ce registre-là. Donc c'est clairement une arme. Hein. C'est clairement une arme. Et puis il est capable de shooter à mi-distance, il a des bonnes mains. Et puis il est hyper mobile, non? Franchement, c'est. Enfin, moi, on en a parlé la semaine dernière, c'est un gros joueur. Il y a l'entrée d'Emba Ndiaye, qui fait beaucoup de bien. Ouais, mais régalé. Ah bah oui. Moi, j'aime bien. Il remplit des cases, il fait un peu tout à côté. Il va défendre fort, il va défendre haut, il fait des interceptions, il fait de la relance. Franchement, j'ai adoré son match. À un moment, dans le up de l'Asvel, il est sur le terrain avec ce 5-là, et j'ai 2-3 actions en tête où il va défendre, il récupère la balle, il va finir en transition. Ouais, beaucoup de transition. Donc non, c'est bien, franchement, c'est bien, et il est dans le bon rythme, et il est dans le rythme de comment l'Asvel doit jouer. C'est ça, ce rythme-là, c'est sur ce rythme-là qu'il doit jouer. Et donc, pardon, je suis un peu malade, comme vous pouvez l'entendre. Et ce qui était intéressant, justement, dans ce rythme, c'est que, du coup, ils ont trouvé une sorte d'équilibre entre les extérieurs créateurs avec Glyn Watson et Nando De Colo et les intérieurs dans l'énergie. C'est ça. Donc avec Emba Ndiaye, qui est pas un intérieur traditionnel dans le sens où il va pas jouer du post-up, etc. Enfin, c'est un post 4. Et Armel Traoré également, qui a eu un excellent apport dans l'énergie, dans la bataille au rebond. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la saison pour l'instant de Armel Traoré et de ce match-là? J'en attends quand même un petit peu plus. Je sais qu'il est complètement capable de faire plus que ça. Il peut apporter plus que ce qu'il apporte aujourd'hui. Après, il faut qu'il prenne ses marques avec cet effectif-là, le rôle qu'on attend de lui. Mais je suis quand même satisfait de l'énergie qu'il apporte, des mains, on arrive à le trouver. Mais je pense qu'il peut pousser un peu plus loin. Pour moi, c'est un joueur qui peut faire, je te dis, sans dire de bêtises, c'est un mec qui peut être à 9-10 points. Il peut être à 9-10 points et prendre 5-6 rebonds.
Tu vois, je sais qu'il est capable de ça, il a un physique pour ça, il a des mains pour ça. Alors après, il faut que aussi le collectif autour de lui puisse être efficace et briller. Mais pour moi, c'est un joueur, il peut faire un peu plus. Je l'ai trouvé assez timide sur le démarrage. Après, et là, ça va match, il joue 3 minutes. Hein. Oui, bien sûr. Assez timide sur le démarrage. Là, ça va un peu mieux. Je sais qu'il peut monter plus haut. Tu vois, par exemple, depuis le 3e match donc contre le Real, là, il joue 20 minutes, il fait 4 points, 2 sur 4 au tir, 8 rebonds. C'est ça. En 20 minutes. Contre le Pana, il joue 16 minutes, il met 11 points, 3 rebonds. Exactement. Contre le Bologne, il fait 6 points, 2 rebonds en 14 minutes. Et contre Dubaï, là, il fait 16 minutes, 8 points, 5 rebonds. Voilà. 12 déballes. C'est exactement dans ces eaux-là que je veux le voir. Voilà, je pense que c'est un peu les 2 premiers matchs aussi qui flinguent un peu sa moyenne. Mais moi, comment dire, on sait que Armel Traoré, ça va pas être un joueur à qui on va donner pareil des ballons en bas, etc. C'est un joueur qui va être dans le combat à l'énergie, qui va être dans de la transition, qui va défendre fort. On l'a vu sur la fin de match. Être capable d'avoir des actions défensives de très haut niveau, très grande qualité. Il est même capable d'avoir de l'adresse à 3 points. C'est vrai que sur les premiers matchs, il regarde même pas le cercle. Mais contre le Pana, il s'est débloqué, il fait 3 sur 4 à 3 points. Contre Dubaï, il en met 1. C'est juste dommage qu'il rate ses lancers. Il a 16% au lancer pour l'instant. Il en a mis 1 sur 4 contre Dubaï. Et avant, il en avait pas mis. Mais j'attends pas de lui que ça soit un point de fixation à l'intérieur. Il y a Bastien Vautier qui est censé être là pour ça. Là, dans l'énergie, moi, je l'ai trouvé irréprochable. Ah oui, mais ça, bien sûr. Et je l'ai trouvé déterminant. Lui et Mbaye Ndiaye sur la fin de match, c'est les 2 mecs qui ont défendu, qui sont allés chercher des rebonds offensifs sur les dernières possessions. Et pour moi, c'est ça aussi qui a été le tournant du match. Complètement d'accord avec toi. Mais de toute façon, tout ce que je dis, je te rejoins parfaitement. En fait, j'essaie de me projeter un peu aussi. Et je sais que, tu vois, tu as donné ces stats. Bah, c'est un joueur, voilà. Il peut être sur du 10 et 8, du 9 et 8. Avec sa petite vingtaine de minutes, etc., il peut être dans ces eaux-là. Alors, il faut augmenter un peu les lancers francs, par contre, parce que là, ça devient assez cata. Mais il peut être dans ces eaux-là. J'ai pas besoin qu'il soit à 15 et 15, c'est pas ça qu'on lui demande. Mais par 10 contre... et 8 en Euroleague, c'est dur. Hein. Les meilleurs rebondeurs, ils sont à 7-8 rebonds. Hein. Mais c'est dans ces eaux-là. Je suis sûr et certain, avec l'effectif que l'Asvel a, il peut être dans ces eaux-là. Alors, tout va dépendre du temps de jeu, bien sûr, c'est conditionné au temps de jeu. Mais il peut être dans ces eaux-là. Encore une fois, j'ai confiance en lui pour faire ça. Ok, et du coup, il y a un mec qui s'est un peu réveillé sur les 2 derniers matchs pour accompagner Nando De Colo à la création et au scoring sur les lignes extérieures. C'est David Laïti. Non, évidemment. Non. C'est Pardon. C'est Glyn Watson qui encore sur ce match-là en 34 minutes fait 21 points, 5 passes, 2 interceptions. Moi, je l'ai trouvé très bien au niveau défensif. Plusieurs fois, on le voit passer devant quand il y avait des switches et provoquer des pertes de balles. Il est fort sur le 1 contre 1, il est capable de mettre des gros tirs, même sur le match d'avant, je crois que c'était contre Bologne, où il met un gros tir à 3 points, sauf que derrière il y a Payola qui remet un gros tir. Mais voilà, il commence à trouver ses marques, et c'est intéressant d'avoir ce petit meneur explosif, fort sur le 1 contre 1, que l'Asvel aime bien avoir, que ce soit avec Chris Jones, que ce soit... ouais, voilà, qui peut shooter. Et donc c'est intéressant de le voir trouver ses marques. Tu veux nous parler un peu de la fin de match ? Ouais, alors je trouve que Dubaï se saborde, se saborde et se sabote, mais en même temps... C'est pas Dubaï, hein. On sait très bien c'est qui le sabordeur de Dubaï. Hein. Non, tira sur le sabordeur de Dubaï. Pour l'instant, Dubaï, à la fin du 3e quart, il y a 68-59 pour Dubaï. Il déroule, et dès que Nando est dehors, je trouve que l'Asvel a du mal à la création. Ils perdent des balles, et ils n'ont pas de réponse aussi au boulot intérieur, comme on le disait avec Kamengele et Petrousev. Sauf que finalement, l'Asvel leur passe un 12-2 pour finir la rencontre, dans le sillage de Nando De Colo, bien entendu, qui est MVP de mon match, faut pas être bête. Logique. Moi, j'ai quand même mis une triplette, mais ok. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je le mets quand même en tête de proue. Ouais, je le mets en tête de proue, et ce 12-2, il a été assez marquant. Dubaï se saborde, parce que c'est un sport collectif. Mais toi, vas-y, je sais que tu veux tirer sur quelqu'un, tu peux y aller. Non, mais déjà, voilà, tu l'as dit 12-2, il y a 26-11 sur le dernier carton. On le savait, l'Asvel l'année dernière était une très très forte équipe sur le dernier carton. On se souvient, s'ils étaient... Là, ils avaient un peu de retard, mais en général, quand ils étaient à égalité à la fin du 3e carton, ils gagnaient le match. Ouais. En général, pas tout le temps. Là, 26-11 dans le dernier carton, comme tu as dit, ils se sont sabordés, mais ils ont été aussi très disciplinés parce que il n'y a pas Abramovic, il n'y a pas de Zanan Moussa. Oui. Donc, qui va jouer les derniers ballons ? Monsieur Dwayne Bacon. Et qui, au demeurant, ne fait pas un mauvais match. Dans les stats, si tu regardes les stats,
il finit à 22 points. Alors oui, il se trouve un peu à 3 points, mais sinon ça va. 21 dévals, 3 interceptions, 3 passes, 5 pertes de balles, 5 rebonds. Mais voilà, il a fait du Dwayne Bacon. Ah, des tirs au poteau. Il a fait du Dwayne Bacon époque Pada, Monaco. Mike James, c'est du Mike James qu'on n'aime pas. C'est je dribble, je prends des step back difficiles, je prends des flotteurs difficiles, etc. Alors quand ça rentre, très bien. Mais sur la fin de match, ça rentre pas. Et tu coûtes le match. Et bon, on savait que Dwayne Bacon, c'est un très fort joueur, hein, c'est un talentueux. Mais dans la fin de match, autant il peut te mettre des gros tirs, autant il peut te tuer un match comme ça. C'est clair. Complètement. Parce que lui, il se dit toujours qu'il va mettre le prochain. Et en même temps, c'est difficile de... Déjà, quand t'as un fort joueur comme ça, et surtout même sans être un fort joueur, c'est difficile d'être dans une position où tu te dis « Ah bah là, je vais rater le prochain ». Non, tu vas toujours dans la logique de « J'ai raté celui d'avant, mais celui d'après, je sais que je peux le mettre ». Donc il est toujours dans cette logique-là, et ça peut tomber dedans. Kevin Punter est dans la même logique, les Tyler Dorsey sont dans la même logique, les Carson Edwards sont dans cette logique-là aussi. Donc c'est difficile de lui en vouloir de penser autrement. Mais je suis d'accord avec toi, bah, quand ça tombe pas dedans, tu fais du mal à ton équipe, et les tirs qu'il prend en fin de match, ça fait du mal à son équipe. Et ils se le perdent. Dubaï se le perd comme ça, et c'est une très bonne opération de la part de l'Asvel. Pardon. Oui, mais surtout que l'Asvel n'avait pas de réponse pour la raquette de Dubaï. Oh bah oui. Donc, t'as quand même des intérieurs, même si Kabengele ne joue pas trop de post-up, il est plus trouvé sur du roll, sur du alley-oop et sur du tir à mi-distance. T'as quand même Philippe Petrousev dans ton équipe. Bien sûr. T'as le droit de lui mettre la balle en bas. C'est pas interdit. Voilà. Et en plus, c'est pas un mauvais passeur, il va pouvoir trouver des coupes. Mais bon, il faut que le mec qui monte la balle ait envie de faire la passe, quoi. Et avec Dwayne Bacon, c'est un peu compliqué. Donc voilà, bon, Nando MVP, moi je mets quand même une grosse mention pour Mbaye Ndiaye qui fait un énorme match défensivement et dans la transition. Et Armel Traoré aussi, qui même s'il rate des lancers sur la fin de match, il prend le rebond offensif qui permet de gagner le match. Il ressort la balle sur Nando. Donc l'Asvel est à +1 ou +2, je crois. Nando, très malin, il voit que ça va arriver pour faire faute. Il a 3 lancés, évidemment Nando 3 sur 3. Fin de match. Armel Traoré, meilleur plus-minus du match. +16. En 16 minutes, sachant que tu gagnes de 3 ou 4, c'est pas dégueu. Bravo Armel. Bravo Armel. On passe sur l'Hapoel Tel Aviv qui recevait Monaco. Alors, ton équipe favorite, je parle évidemment de Monaco, qui du coup se déplaçait, pas à Tel Aviv, mais je crois que c'était à Sofia ou je sais pas où. L'Hapoel qui commence très bien, qui était à 4-1 avant ce match-là. Monaco qui voulait marquer un coup fort. Parle-nous un peu du début de rencontre, qu'est-ce que t'as vu ? J'ai vu le Monaco que j'aime pas, tout simplement. J'ai vu le Monaco qui m'agace au plus haut point. Tu sens qu'ils sont pas concernés. En fait, t'as l'impression, c'est pas tu sens, t'as l'impression qu'ils sont pas concernés. T'as l'impression qu'ils sont pas rentrés dans leur rencontre. Et c'est pour ça que dès le premier carton, ils se font casser la gueule. Je crois qu'il y a +10, je crois qu'il y a 27-18 ou 28-18. 27-18. Ouais, c'est ça, 27-18. Donc, j'aime pas cette image de Monaco parce qu'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas d'envie. Tu tires à 3 points, tu essaies de mettre dedans, ça rentre pas et tu continues. Et du coup, en face, t'as une équipe qui, lui, est dans sa rencontre, qui a envie de faire des différences. Donc j'aime pas. On a de la chance, entre guillemets, je vais le traduire comme ça, que l'Hapoel Tel Aviv n'a pas tant d'adresse que ça sur le début de match et sur la première mi-temps, parce que ça permet à Monaco de pas être si loin que ça. Donc moi, c'est comme ça que j'ai vécu cette première mi-temps avant de sortir du vestiaire. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais cette version de Monaco-là, on n'aime pas. Bah, clairement, autant moi sous manchette, je suis fort, autant Mike James, il faut pas qu'il mette sa manchette. Parce que, même s'il finit avec des bonnes stats, sur le début de match, il prend des tirs, mais vraiment les tirs catastrophiques. Après, il est excellemment défendu par Elijah Bryant, mais il force, il cherche des fautes, etc. Il se jette dans les bras des défenseurs. Comme tu l'as dit, Monaco a très peu d'adresse. De toute façon, sur le match, ils finissent à 29% à 3 points. Et ils n'arrivent pas à trouver... Il n'y a pas de décalage. Franchement, la défense de Dubaï est vraiment en place. Il n'y a pas de décalage. Et de l'autre côté, ça ne défend pas. Otoro se balade. Micic se balade. Et donc Micic, il fait un match... Enfin, déjà un début de match. Tu vois, on parlait de Nando tout à l'heure. Qui crée des décalages sans être fort physiquement. Juste par la lecture de jeu, par le travail d'appui, le changement de rythme et tout. Mais Micic, c'est pareil. Du coup, c'est ce Micic-là qu'ils ont signé 18 millions pour 3 saisons. Ouais, là, ok. Celui-là, je veux bien. Je peux entendre. Celui-là, je veux bien. Parce que déjà, j'ai l'impression que physiquement, ça va mieux.
durant l'Euro. J'avais l'impression, enfin c'est pas l'impression, il était blessé au début, lors de la prépa, c'était assez compliqué, il a tenté de revenir, et en même temps, quand tu joues à côté de Bogdanovic, de Nikola Jokic... Ouais, il a pas trop joué à côté de Bogdanovic. Hein. Parce qu'il s'est pété, Oui. mais au final, de base, il jouait pas beaucoup, tu vois. Après, il a eu un peu plus de temps de jeu, et t'as d'autres joueurs autour, donc je pense que ça joue pas, et en tant que basketteur, quand ton corps ne suit pas, c'est difficile d'être toi-même. Là, on voit un joueur... qui, en tout cas, semble être bien dans ses baskets, semble être bien dans sa tête, semble être bien dans son basket aussi. Donc, non, il met des tirs de MVP tel qu'il a pu l'être. Il fait des décalages, comme tu l'as très justement dit. Donc, non, il trouve des passes et tout. Des fois, t'as l'impression que tu te dis, mais il fait ce qu'il faut pas faire au basket, des passes en sautant, comme ça en arrière, là, et il cale des passes. Donc, non, franchement, ce Micic-là, cette version-là, elle est assez dangereuse. Hein. Moi, ce que je trouve fou avec ce joueur, c'est que Monaco, au bout d'un moment, essaye de s'adapter, ça sort fort sur les écrans, etc. Mais il a une tenue de balle. Tu vois, il est capable d'avoir ce dribble de recul, toujours la tête levée, changement de rythme, repartir. Et en plus, on le sait, c'est un joueur qui est dangereux à 3 points. Il fait 4 sur 4 à 2 points, 4 sur 5 à 3 points sur ce match-là. Tu passes en dessous sur les écrans, il te sanctionne. En plus, comme je l'ai dit, il est capable d'avoir ce dribble de recul. Souvent, tu sais, il va chercher loin, il va lancer loin la balle et il rentre directement dans ses appuis de tir. Si tu montes pas, c'est fini parce qu'en plus, il a un tir où il monte assez quand même sur son tir. Il est grand. Franchement, quand il est comme ça, et il finit que à 3 passes d'ess, 5 paires de balles, parce qu'il tente un peu des petites gourmandises, mais c'est pareil. Franchement, si les mecs ils mettent un peu dedans, ou si ils attrapent mieux les balles, il doit être à 7-8 passes décisives. Il est vraiment exceptionnel. Là, et après, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, mais aussi en deuxième mi-temps, tu vois, je trouve que Monaco le défend mieux. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus concernés, ils sont plus hauts, ils arrêtent de se faire trouver dans tous les sens, et tu vois, on a un Monaco avec un autre visage, et à l'image de, comment ça s'appelle, pardon, ça va me revenir, de Daniel Theis, que je trouve ultra impliqué dans le jeu. Donc non, c'est aussi la défense de Monaco qui fait qu'il a un peu plus de pertes de balles, qui fait qu'il a moins de liberté dans le jeu, parce que c'est un mec, c'est un créateur. Si tu le laisses installer son rythme et aller à son rythme, il va te détruire toute la soirée en fait. Oui, mais c'est très difficile de le sortir de son rythme. C'est clair. Il arrive à garder toujours son... Mais comme Nando en fait. Tu vas pas le presser quoi. C'est ça. Tu vois, c'est ce profil de joueur là. Comme Milos Teodosic, comme c'est des joueurs, tu vas pas réussir à les presser, même si tu mets beaucoup de pression. Il va trouver la bonne passe, il va réussir à sortir de la trappe et tout. Et c'est ça que je trouve très fort. Après, on va y venir. Du coup, Monaco qui fait un run pour revenir avec Theis, avec un bon run de Eli Okobo aussi, fin 3ème. Du coup, à la fin du 3ème quart-temps, 63-62. Ouais, voilà. Monaco passe un 29-18 dans le 3ème quart-temps. Mike James met aussi quelques tirs. On voit Matthew Strazel qui se met en mission défensive sur Antonio Blakeney. Pas dégueu. Ouais, parce qu'il est relou à défendre, lui. Relou. Non, mais lui, il est vraiment relou parce que déjà, il a un tir où il saute de ouf. Il monte très très haut. Et en plus de ça, il aime bien se jeter dans les... Tu sais, il floppe. Oui, ce et que son premier match, il se laisse beaucoup tomber, il provoque beaucoup de fautes à 3 points, donc faut faire très attention quand on défend sur lui. Et le problème, c'est que si tu le colles pas trop, de toute façon, il va tirer par-dessus toi. Surtout avec un défenseur comme Matthew Strazel qui est un peu plus petit. Donc, il a été quand même bien tenu. Mais malheureusement, l'argent, le blood money, comme on dit, fait que l'Hapoel Tel Aviv a un effectif de très 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 grande qualité. Et quand c'est pas Don Oturu qui t'a bousillé sur le début de match, c'est son backup qui te fait du mal. Jonathan Motley. Alors Jonathan Motley, qu'est-ce qu'il nous a fait sur cette fin de match ? Jonathan Motley qui a été très très fort. Après, je reviendrai sur des choix de coaching, parce que moi, il y a des choses qui m'ont agacé, mais Jonathan Motley, il a été très très fort sur la fin de match. Il porte un peu son équipe, il met des tirs, là. En plus, des tirs qui font mal à la tête dans la raquette, là. C'est... Indéfendable. C'est ça en fait, c'est que tu peux pas défendre ça, c'est bien amené, la construction du jeu est bien faite, donc derrière tu te fais punir. Je trouve que, comment il s'appelle, Kevarius Hayes, il est très très naïf, des sauts, un match vraiment waouh, parce que il fait... Je l'ai trouvé très bien, par exemple à Kaunas ou à Paris, là sur le début de saison. Des fois, je me pose quelques questions parce qu'il est naïf dans la défense. Tu vas sauter alors que t'as pas besoin de sauter. Tu sais, des fois, c'est un peu, j'ai l'impression de t'es le plus grand sur le terrain, mais tu prends pas conscience que t'es le plus grand sur le terrain. Ça m'agace au plus haut point. Le basket, c'est un sport de grand. Quand vous faites 2 mètres, je sais pas combien, arrêtez de vouloir sauter en fait en permanence. Restez au sol et faites vos écrans en retard. Donc, voilà, là tu sautes, tu donnes des fautes. Ça sert à rien en fait. Ouais, mais pour revenir sur Jonathan Motley. On sait que c'est un joueur, on l'a vu quand il était au Fener, etc., qui,
offensivement, c'est une arme de destruction massive. Son gros problème, d'habitude, c'est la gestion des fautes. Là, il est backup, c'est Dan Oturu qui commence les matchs, et c'est pas dégueu, c'est une raquette qui est pas dégueu. Hein. Sachant que ils ont toujours Caboclo, je crois, dans l'effectif, même s'il a pas joué, je sais pas. En tout cas, je l'ai pas vu annoncer partir ou quoi que ce soit. Et du coup, là, il fait que 2 fautes sur ce match-là. Non, mais je vais regarder. Il fait que 2 fautes sur ce match-là, et ça lui permet d'être présent sur le terrain et d'avoir de la marge aussi défensivement sur la fin de match. Et il a bousillé. Et lui et Nikola Misic, n'importe quoi. Vassili Misic ont terminé le match, ont mis des gros tirs. Là où Monaco n'a pas existé du tout sur le 4ème carton. Et justement, j'en viens au choix de coaching. 23-14 au dernier carton. J'en viens au choix de coaching de monsieur Spanoulis. Pourquoi Eli Okobo n'est pas sur le terrain Pourquoi Eli Okobo n'est pas sur le terrain Pourquoi Eli Okobo n'est pas sur le terrain sur le banc. Voilà. Au bout d'un moment, ça n'a aucun sens. J'étais en train de pester devant ma télé. Et le commentateur, il le dit aussi, je crois. Ah ouais, j'ai pas fait attention. Je sais pas si c'est sur ce match-là. Il y a un match, mais je pense pas parce que je pense que je l'ai noté. Il y a un match où il y a quelqu'un qui dit pourquoi cette équipe. Non, mais c'est ça. Je crois que c'est ce match-là. Parce que Nikola Mirotic reste sur le terrain alors qu'il est dramatique. Il est pas mauvais depuis le début de saison, mais là, 18 minutes, 6 points, moins 2 déval. Ce match-là, il est pas bon. Moins 8 de plus-minus. Pourquoi Non, mais je sais pas. Je crois que c'est Nedovic qui finit le match. Je crois que c'est Nedovic qui finit le match. C'est possible. Mais pourquoi Eli Okobo ne finit pas le match C'est terrible. Franchement, c'est terrible. J'étais frustré. J'avais pas compris. Tu te manges après un dagger par Misic. Finalement, tu vas perdre ce match 85-77. La Poel qui est à 5-0. 5-1. 5-1, pardon. Ouais. Donc... avec des matchs serrés, hein. Là il gagne contre Monaco, contre Paris c'était hyper serré aussi. Ouais, des matchs serrés, mais tu vois, ça c'est, encore une fois, c'est prenable, et j'en veux au début de match, j'en veux à Monaco pour son intensité, parce que je peux pas rentrer dans un match comme ça, mais j'en veux aussi à Spanoulis sur ce show de coaching, plus que douteux. Ouais. Voilà, sur la fin de match. Mais tu vois, la Poel, je t'avais dit, hein, ça va pas être dégueu. Hein. Ça va pas être dégueu, après on va voir à quel point ça va cliquer. Et tu vois, Bruno Caboclo, il est là. Hein. Il semble être dans l'effectif. Donc, à voir. Mais en tout cas, on va voir jusqu'à quel point ça va cliquer. Mais en tout cas, beau match de leur part. Très bien. On finit du coup sur... faut qu'on accélère un peu parce que franchement, on est déjà en train de faire 25 minutes sur les clubs français. On finit du coup sur Partizan Paris Basket. Donc Nadir Ifi qui a joué pour le Partizan pendant ce match-là, puisque les fans du Partizan Belgrade. Non, plus sérieusement, moi j'attendais ce match entre deux équipes que j'aime beaucoup. J'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Et ben j'ai pas été déçu. C'est clair. Alors, qu'est-ce que... Toi, avant ce match-là, t'étais dans quel état d'esprit? Paris fait plutôt un bon début de saison. Le Partizan montre parfois des belles choses et parfois un peu irrégulier. Comment tu voyais le match? Est-ce que tu pensais que Paris était plutôt favori? Est-ce que tu voyais un favori? Alors, j'étais hypé. Je suis hypé par Paris, par le style de jeu, bien entendu, dans la continuité de ce qu'ils ont pu faire. Donc ça, c'est mon premier point. Partizan, moi, j'ai déjà dit, je suis pas le plus grand fan de l'équipe. Néanmoins, il y a des joueurs que j'aime beaucoup dans cette équipe-là. Sterling Brown, Tyreek Jones, John Washington, etc. Donc c'est des joueurs que j'aime beaucoup. Donc c'est toujours intéressant de les voir jouer. Isaac Bonga également. Quand le match débute, je me dis, ok, j'espère que ça va être un bon match et qu'on va avoir quelque chose de serré jusqu'au bout. Et donc je suis dans cette optique-là, tout simplement. Le match démarre et tout de suite, je suis très satisfait en fait de ce que Paris propose. Je suis très satisfait de ce que Paris propose parce que Paris met de l'intensité. Il y a des choix de coaching qui sont faits. Par exemple, d'aller trapper au niveau des zones mortes sur le terrain. Donc, ce qu'on appelle les zones mortes, pour ceux qui ne savent peut-être pas, ça va être les zones où il y a la ligne de touche pas très loin de toi. Donc, ça peut être soit les lignes de fond, soit les lignes sur le côté du terrain de basket. Donc, généralement, au niveau de la ligne médiane, tu vas trapper à côté de la ligne latérale. Donc, une zone morte. Analyse tactique, hein. Ah, mon gars. donc, dans ces zones mortes-là, le coach, il propose des choses. Et ça, j'aime bien. Alors, t'as pas besoin de le faire pendant tout le match, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est adapté. J'ai l'impression qu'ils le font tout le match quand même. Hein. Ben, en fait, il y a des fois où il a un peu plus relâché, et c'est ces fois-là où le Partizan revient, et après il a relancé encore une fois. Donc non, franchement, quand je vois ce pari-là, oh, moi je suis hypé, sans rentrer tout de suite dans les joueurs, oh, j'étais hypé. Ah, ils m'ont hypé de fou. Moi, je suis d'accord. Depuis le premier match d'Euroleague, c'était contre le Maccabi, je crois, où on les a vus
défendre fort, courir, etc. On s'est dit, alors on se le dit toujours, parce que c'est vrai qu'il y a eu que 6 journées, combien de temps ils vont pouvoir tenir ce rythme-là, parce que c'est le plus gros pace d'Euroleague. Ils défendent très 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 fort. La défense de Paris, elle est exceptionnelle. Ah ouais. Ils sont dans tous les spots. Ils vont trapper fort, comme tu as dit. Ils sont dans les rotations, et les rotations sont parfaitement exécutées. Vraiment Parfaitement exécutées. Il y a des trappes, c'est très rare. C'est seulement au bout de 3-4 extra passes qu'il y a des décalages. Quand en face de toi, tu as des joueurs comme Jabari Parker, Duane Washington, Sterling Brown, qui, au demeurant, peuvent être des très bons joueurs. C'est pas les mecs qui ont le plus l'intention de faire des extra passes. Ça a plutôt bien marché. On a vu le Partizan trouver des tirs ouverts sur des renversements après 3-4 passes. Mais pour une action où ils font 3-4 passes, il y en a 2 où le mec qui reçoit la balle, au lieu de transférer au mec ouvert, il va repartir dans du dribble. Et tu tombes dans le plan défensif de Paris, franchement. Énorme crédit à Tabellini. Le plan de jeu défensif du Paris Basketball est exceptionnel depuis le début de saison. Il était là sur ce match-là, il était complètement léché. Après, il y a aussi une réalité au basket. Et ça, il faut qu'on se le dise. Quand tu mets des tirs, ça t'aide grandement. Et Paris, ils ont une adresse sur ce match-là. 17-30. 17 sur 30, donc ils tirent à 56%. 56%. C'est énorme. Et tout le monde met des tirs. Parce qu'on pourrait dire, ah, mais Nadir, il a mis des tirs. Non, mais tout le monde dans l'équipe met des tirs et des gros tirs. Sébastien Herrera, il met des tirs. Nadir, il a mis des tirs. Jeremy Morgan, il met des tirs. Donc, franchement, ils ont une adresse. Ouattara aussi, il a une adresse à un moment. Et Yacouba Ouattara, il fait un match. Il fait un match défensivement et offensivement. Donc, non, franchement, cette équipe de Paris m'a fait plaisir. Ils ont dominé le match. À un moment, ils ont un petit creux. Et ça permet aux partisans de revenir. Donc on se dit qu'est-ce qui va se passer. Mais je trouve qu'ils ont bien géré cette situation. Et après ça repart en concours de tir à 3 points. Donc c'est un coup Paris, un coup partisan, un coup Paris, un coup partisan. Et moi à ce moment-là j'étais un peu inquiet. Parce que je me dis à ce jeu-là, est-ce que Paris va être capable de tenir ? Mais pour moi justement, et du coup, depuis le début de saison, les équipes qui rentrent dans un match d'attaque, à part la Puel, avec Paris, ça se finit pas bien pour eux. Exactement. Et surtout, et là on peut rentrer dans les individualités, le niveau de jeu de M. Nadjerifi, c'est quelque chose. Non, c'est franchement pas mal. C'est quelque chose. C'est franchement pas mal. Parce qu'il est... En fait, tu sais, il inspire quoi je vois, quand tu regardes les défenseurs, un peu la peur de... Faut pas qu'on l'emmène sur son go-to-move. On veut pas l'emmener sur son go-to-move. Sauf que là, il joue avec une intelligence de jeu qui est de se dire, les gars, moi je vais besoin de forcer à 3 points. Les mecs, ils sortent tellement fort sur son tir, sur son step side. Donc du coup, lui, il va trouver des zones de tir à mi-distance, voire des doubles pas, main droite, main gauche. Il a étendu toute la palette, il a étalé, toute la palette tactique et technique. Donc non, franchement, bravo monsieur, parce que dès que le partisan tentait de faire un run, un tir dans ta gueule pour te calmer. C'était trop. Et puis surtout, comme tu as dit, il a pas cherché à tirer à 3 points trop vite. Il est parti... Il commence le match avec 4 sur 4 à 2 points. Il va chercher des fautes. Je crois qu'il a 10 points à la fin du premier quart-temps. C'est ça. Et puis défensivement, il est encore là. Nadjerifi, aujourd'hui, c'est le premier ou deuxième meilleur intercepteur d'Euroleague au bout de 6 journées. Donc c'était pas juste de la chance. Il y a une vraie intensité défensive qu'il met. Et pour revenir un peu aussi sur par rapport à Paris, au defensive rating est la 3e meilleure équipe d'Euroleague. Donc Fener, étoile rouge, et 3e c'est Paris. Sachant que c'est la 16e défense au point encaissé. C'est pour dire qu'ils jouent avec énormément de possessions, mais ils font beaucoup de stops sur 100 possessions. Ils encaissent que 111 points, 3e d'Euroleague. Donc voilà, crédit à la défense. Nadjerifi, exceptionnel. C'est ce qu'on attendait de lui cette saison, qui grandisse dans ce rôle de leader, de créateur, parce que voilà, c'est aussi un excellent créateur. On le voit sur pick and roll, les mecs qui sortent tellement fort sur lui, tu l'as dit, qu'il arrive à trouver ses grands, que ça soit Amat Mbaye, que ça soit Mohamed Faye, sur lequel on va revenir aussi. Donc aussi qui fait 4 passes décisives. Et donc j'adore voir Nadir dans le contrôle entre guillemets à la Nadjerifi, même si évidemment, et aussi tu vois les situations de la contre 1 qui lui sont amenées, c'est clair. C'est, tu vois, ok, clear out, il reste 5 secondes sur la possession, vas-y joue. Là c'est ton moment. Et je trouve que comme il sait qu'il va jouer plus par rapport à l'année dernière, il est pas dans un truc de ok tu rentres, tu fous le feu. Il est beaucoup plus juste dans ses choix. Et là, franchement, il n'y a rien à dire. À l'heure actuelle, Nadjerifi, si tu le mets, si tu dois faire un All-League First Team,
il est dans l'Euroleague First Team. C'est Les meilleurs scoreurs d'Euroleague, deuxième meilleur intercepteur, il doit être top 5 à l'Eval. Enfin voilà, s'il fait une saison comme ça, et je vois pas pourquoi il le ferait pas, ça va être exceptionnel. Parce que pour le coup, Nadir Hiffi, je pense que c'est le type de joueur, tu peux mettre n'importe quelle défense en face de lui. À la limite, il y aura peut-être des jours où il va être moins adroit à 3 points, mais il va tellement vite, il a une telle tenue de balle et il est capable de mettre des tirs tellement de fou furieux que de toute façon tu es obligé de les défendre. Même quand il fait des step back où il fait 6 mètres sur son step back, bah tu vas être obligé de sortir. Il suffit qu'il te cale une dévie, il va repartir. Et comme il est plus juste sur cette saison, franchement, ça va être un bourbier pour tous les autres adversaires. Tout est bien une question de rôle, justement. 6 rebonds, 4 passes, 8 interceptions, 29 dévols. Ah oui, quand même. Tout est question de rôle. Et justement, en parlant de rôle, il y a dans cet effectif, il y a des joueurs qui ont un rôle. J'ai beaucoup aimé le match de Justin Robinson en défense, mais aussi en attaque des deux côtés du terrain. Tu parlais justement de faille juste avant. Quel match de cet intérieur-là. Mais quel début de saison. Et quel début de saison. Franchement, bravo monsieur. Moi je connaissais pas. Moi non plus. Je suis très honnête. Hein. Je connaissais pas. Donc j'ai découvert là sur les dernières semaines et sur le match là. Des belles mains. Franchement, il a des belles mains. Il met de l'intensité. Il a mis un petit hook main gauche. Hein. Ah oui, ça m'a hein. fait plaisir. Rudy Gobert, j'espère qu'il prendra des. Hein là quoi. Quoi on me dit que non. Bref. Mais en tout cas, non, franchement. J'ai beaucoup aimé les intérieurs aussi de Paris sur ce match-là. Tu rigoles, mais Leon Kratzer, je l'ai vu mettre un hook main gauche avec le Bayern. Là. Ah ouais Pas sur ce match-là, oui, mais. Parce que j'ai pas vu moi. T'as regardé le match du Bayern? J'ai regardé le match. Oui, c'est l'Olympiakos. Moi, je regarde pas. Hein. On en parlera pas. J'ai regardé, voilà, comme ça. Sébastien Herrera, exceptionnel. Au-delà du tir à 3 points, il est bon dans la création, il défend fort, etc. Enfin, de toute façon, toute l'équipe. Bravo. Et surtout, pour Mohamed Faye, donc il fait 8 points, 7 rebonds, mais il a vraiment. Il fait encore 2 contres. En termes de dissuasion, c'est vraiment une menace. Alors à un moment, il fait 2 fautes d'affilée. J'ai bien aimé aussi l'apport de Enzo Charvin sur ce match-là. Oui. Qui a rentré, qui au début se mange un scotch, dès qu'il rentre se mange un scotch. Et derrière. Il retourne après. Non, si c'est lui qui se mange un scotch. Il essaie de dunker, la balle elle ressort. Ouais. Et derrière, il va faire une interception et justement réussir à dunker et tout. Ouais. Donc tout le monde a apporté. Un petit mot sur Jeremy Morgan quand même. Oui. Métronome, excellent défensivement, capable d'avoir de l'adresse à 3 points. Franchement, cette équipe de Paris, moi, me fait kiffer. Ouais. Tu veux parler un peu du Partizan quand même? Non. D'accord. Non, si, on peut dire un mot quand même, mais j'abuse. Sterling Brown est un joueur magnifique. Oui. Non, parce que franchement, à un moment, sur la fin de match, le Partizan, on dit bon, ils sont morts, et Sterling Brown, il enchaîne des tirs de très, très haut niveau. Non, mais est-ce qu'il connaît Sébastien Herrera? Mais Sébastien Herrera, j'avoue, il lui a envoyé une bonnerie, et ça pour calmer un petit peu tout le monde. Le Partizan, pour moi, a des choses à jouer, mais encore une fois, c'est collectivement, est-ce qu'ils vont réussir à trouver... Tu peux pas... moi, je t'ai dit, là, j'avais rencontré des Serbes en Lettonie et tout, et on a parlé un peu sur ce match-là, et tu peux pas attendre que ça soit Duane Washington, Sterling Brown et Jabari Parker sur du 1 contre 1 sur une défense aussi forte que celle de Paris, espérer gagner un match comme ça. Et de toute façon, ils se sont fait sanctionner. Ils prennent moins 20. Hein. Ils perdent pas de peu, etc. Ils se sont fait malaxer le fiac. Ils sont 1,83. Moi, quand Jabari Parker a signé au Partizan, tu te souviens de ce que j'ai dit? J'attends de voir. J'étais pas hypé plus que ça. Toi, t'es trop hypé par le Partizan. T'aimes trop le Partizan, alors que moi, je te dis, ils sont gaze. Bah non, mais je suis pas hypé. Justement, j'étais en train de dire que Jabari Parker, c'était pas forcément... De toute façon, c'était pas un joueur que... Comment dire? Tu vois, quand il était au Barça, ouais, il faisait des stats et tout, mais je trouve que ces stats ne traduisaient pas vraiment son impact. Il y avait... Je dis pas qu'il a pas fait des matchs où il a fait tourner la rencontre, hein, mais c'est devenu un genre de Klay Thompson. Genre, il ne veut pas dribbler, alors que quand il est arrivé en NBA, c'était quand même un mec qui était capable de créer, poste 3, jouer des pick and roll, jouer des 1 contre 1. Là, il est que dans du tir. Au bout d'un moment, oui, quand tu mets, c'est bien, mais quand t'es bien défendu, que les mecs ils savent que tu vas pas driver, c'est un peu dommage avec les qualités athlétiques que t'as. Donc, on a vu un Duane Washington qui a eu de l'adresse aussi, mais qui au final finit quand même à 6 sur 18 au tir. Quelles armes à ce partisan, sachant qu'on l'a pas dit, mais Carlik Jones s'est blessé. Oui. Pour au moins, je crois, 2 mois. Ouais, c'est ça. Non, jusqu'à la fin de l'année 2025, donc 2 mois et demi. Il y a Shake Milton qu'ils avaient signé aussi qui s'est blessé. Apparemment, ils devraient récupérer Bruno Fernando, donc ça leur fera pas de mal pour avoir une raquette à Eric Jones et Bruno Fernando. Il fait Lumberg. mais
dans le jeu, le Partizan ne fait pas rêver. Franchement, quand ils gagnent des matchs, c'est parce que voilà, il y a Sterling Brown qui a de l'adresse, il y a Carlik Jones qui est fort 1 contre 1, il y a Tyreek Jones qui apporte du rebond offensif, mais que fait Jelko Obradovic? Franchement, pour l'instant, offensivement, c'est hyper pauvre. Enfin vu la lumière. Enfin, waouh. Voilà. Il a fallu un an, quelques quand même. Merci. On enchaîne sur les affiches de la semaine. On enchaîne sur les affiches de la semaine. C'est parti pour les affiches de la semaine. Alors, les affiches de la semaine. On a donc chacun choisi un match. Vas-y. Quelle est ton affiche? Moi, c'est Maccabi Real. Date affiche. Hein. Parle bien dans ton micro, s'il te plaît, par contre. Je parle bien dans mon micro, j'ai dit que c'était Maccabi Real. Très bien. Maccabi Real. Je Donc, peux commencer si tu veux. Ouais, vas-y. Bah, tu sais, au demeurant, c'est pas une affiche exceptionnelle où tu dis, bon, j'ai hâte de voir ce match-là. Et finalement, c'était un super match de basket. Oui. Je me suis régalé. Oui. Tu vois, le Maccabi, c'est toujours une équipe qui est poil à gratter. C'est-à-dire que tu sais très bien, tu les attends pas forcément au Final Four, mais c'est une équipe qui va toujours se battre, c'est une équipe qui avec des joueurs à l'intérieur, et on pourra en reparler un peu plus tard, qui font le boulot. On a eu Gros match de Jalen Horde. On a laisse mon gars tranquille. On a eu un très bon match de Roman Sorkin, on a eu un très bon Tamir Blatt, on a eu un super match notamment en première mi-temps de Dis bien. T'inquiète pas, j'y arrive, de Lonnie Walker, parce qu'il met 23 points sur cette première mi-temps. Et après, il en met malheureusement que 4. Sur la deuxième, il a moins d'adresse. Il disparaît. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme, je te jure. Il disparaît complètement, mais tu vois, le Maccabi, toujours cette équipe pour la gratter. En face, t'as un Real qui n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Et je me dis, bon, peut-être qu'ils vont le faire cette fois-ci. Et jusqu'à la fin de match, moi, j'ai l'impression qu'ils vont le faire. Ils sont devant, à 12 secondes de la fin. Ils sont devant sur un tir de Mario Non, Zonia. c'est pas sur un tir, c'est sur une faute au rebond sur Facundo Campazzo qui se laisse bien tomber sur Tamir Blatt et il a 2 lancers. Il a 2 lancers, c'est vrai, pardon, il a 2 lancers. Et il y a un système qui est effectué. Tamir Blatt, qui se retrouve à 9m30, qui tire ultra tôt dans la possession, parce que quand il prend ce tir-là, je dis, mais il est tôt de fou, là. Il a vraiment le temps, vraiment, de se poser, d'appeler un système, etc. Non, il envoie une bonnerie, une filoche, mon pote. Alors, on sait Tamir Blatt qui est capable de mettre, hein, ça, on n'a pas de doute là-dessus. Preuve en est, il a mis dedans comme il fallait. On aurait pu penser que ce soit Lonnie Walker qui aurait eu la balle, ou Roman Sorkin qui fait un gros match. Tu parles, Tamir Blatt, il envoie une banderie. On voit la tête des joueurs du Real dépité. Il en reste quelques secondes derrière pour tenter quelque chose, mais c'est fini. Non, c'est un match, moi, c'est mon affiche de la semaine, parce que vraiment, je me suis régalé. J'ai apprécié le match des Zonia, qui a pas été mauvais avec le Real. Dire, ouais. C'est leur meilleur joueur, bien 24 entendu. points, 9 rebonds, 3 passes. C'est leur meilleur joueur. J'ai apprécié Théo Malédon, que je trouve, voilà, il commence à trouver ses marques aussi. Même s'il loupe un tir à un moment sur la fin du match qui aurait pu faire du, ouais, le airball. du bien, exactement. Mais c'est sur ça qu'il y a la faute au rebond sur Campazzo, donc ça change pas grand chose, quoi. Ouais, mais je pense qu'il a besoin de trouver son rythme. Et voilà, moi je me suis régalé de ce match-là. On dirait sur Trey Lyles, du coup. Il a fait un bon match, c'est vrai. Frérot, il fait 16 et 10. Mais il a fait un très bon match. 3 passes, 29 déval. Mais ils ont perdu. Oui, non mais d'accord. T'as parlé de joueurs qui ont perdu, là. Oui, mais Trey Lyles. il fait un très bon match. Bon match, bon joueur de basket. Très bon joueur de basket. La défense du Real, sur la dernière possession, y a rien qui te choque? Non. Non? Bah, c'est une très bonne défense. Je trouve que Tamir Blatt se retrouve tout seul. 13-10 secondes, t'es à moins 1, enfin t'es à plus 1. Pourquoi tu. Enfin, c'est Campazzo? Plus 2. Il y a 89, 80. Non, ils sont à plus 1. Ah non, ouais, plus 2, ok. Chef. Il y a 89, 80. Ouais, bon, bref, on s'en fout. 89, 90, 91. Et pourquoi Facundo Campazzo passe sous l'écran? Je suis désolé, tu sais que. Enfin voilà, c'est. C'est ton gars. Ouais, non, mais je lui parle, et pourtant il fait un bon match. Mais là, c'est une erreur professionnelle de fou malade. Il aurait pu, franchement, même si l'écran est bien posé, il avait la place de passer par-dessus. Là, il passe en dessous, il fait un peu la feignasse. Sanction directe, même s'il est à 9 mètres. Ouais, mais est-ce que t'aurais pas. Moi, franchement, que Tamir Blatt prenne le tir, oui. Qu'il le prenne. On l'a vu prendre des tirs, mais qu'il le prenne comme ça. Première impression, première intention. Même moi, ça m'a surpris carrément alors que j'étais dans mon canapé. Tu vois? Donc après, oui, c'est une erreur, je suis d'accord. C'est une erreur, t'es à plus 2, tu dois le coller un peu plus. Ah bah, demain, t'es à plus 2. Tu défends sur un joueur qui est pas le meilleur joueur de l'équipe, mais qui est un joueur qui est capable de shooter à 3 points et de loin. Oui. Il a une remontée, il prend un écran. Oui. Tu suis pas? Si, bien sûr. Bah voilà, donc c'est juste ça. Même si, bien sûr, peut-être que ça allait être Lonnie Walker, etc. Mais là, je pense que dans un second temps, ça aurait peut-être
été pour soit Doughty Junior, soit pour Lonnie Walker, ou pour une égalisation peut-être sur Roman Sorkin, mais là il s'est trouvé ouvert, il l'a pris, et c'est une erreur de la part de Campazzo et du Real. Donc je suis d'accord, le Real il serait bien qu'ils se mettent à gagner à l'extérieur s'ils veulent être à la hauteur de leurs ambitions. Moi, mon affiche de la semaine, c'était le Fener contre l'Anadolu Efes. Ok. Deux équipes de ma patrie. Je suis français, laissez-moi mes papiers. Mais surtout, deux équipes qui ont du mal à démarrer leur saison. Donc c'est une affiche un peu parce que c'est des équipes qu'on attend, mais qui ont un peu de mal à démarrer leur saison. La belle surprise, c'est que Brice Dessert, du coup, suite à la blessure de Papagiannis, a pu avoir des minutes. C'est vrai. Pas beaucoup, mais il a pu avoir des minutes. C'est vrai. Les Fesses commencent très fort avec un 5/6 à 3 points. Justement, on voit Brice Dessert qui rentre, qui est bien trouvé sur le rôle. Malheureusement, qui met pas beaucoup de lancers, mais qui va chercher un petit lay-up qui provoque 2 fautes aussi. Je vois les Fesses un peu trouver des bons tirs. Notamment avec Jordan Lloyd qui a jamais été aussi ouvert de sa vie là avec tous les cratères qu'il y a autour de lui, mais qui pour l'instant on retrouve pas encore le Jordan Lloyd de l'Eurobasket. Comment t'as vu ce début de match et qu'est-ce que tu t'attendais de ce match là à part dormir? J'attends rien de non je mens. En fait le match était, en tout cas quand j'ai vu l'affiche, j'étais hypé. Après tu l'as très justement dit, on va pas paraphraser, il y a eu beaucoup d'adresses de la part de l'effet sur ce match là. J'étais content que Brice Dessert soit sur le terrain. Le niveau de Shane Larkin quand il joue comme ça, what a chicken my friend. Surtout en première mi-temps. Ouais c'est ça, quand il joue comme ça sur le début de match, franchement c'est un plaisir de le voir jouer, c'est indécent. Mais j'aime ce que le Fener a pu proposer en retour. Donc franchement, on a une première mi-temps qui est assez serrée, je trouve. La fin, je crois que c'est 44-43 à la mi-temps, donc je suis plutôt content. On a un bon derby. Puis, retour de la mi-temps, je suis moins hypé. J'ai moins l'énergie sur ce match-là. Et encore une fois, les choix de coaching qui vont m'énerver. Qu'est-ce que fout Asia Gordinier sur le banc sur la fin de match? Non, c'est ce match-là. Les deux. Pourquoi PJ Dozier est là en train de prendre... J'adore PJ Dozier, mais là sur ce match-là, je suis désolé, il devait sortir. Isaiah était excellent sur tout le match. Qu'est-ce qu'il fout sur le banc? Tu le remets, il est trop tard. Will Buckin, il a déjà tué le match. Vraiment. Alors Will Buckin, pour un mec qui revient de blessure, ça va, hein, bon joueur de basket. Il a des jambes. Hein. Bon joueur de basket. Et... 12 points, 4 sur 5 à 3 points. Bon, par contre, il a que pour shooter, mais... c'est Will Buckin, quoi. Quand t'as Wade Baldwin à la création, qui fait 8 passes, 7 rebonds. Alors, il fait aussi 7 pertes de balles. Hein. 7 pertes de balles. Mais exactement ce qu'il a dit, ouais. Mais non, franchement... Le Fener était plus fort dans le 4ème quart-temps, en fait. Tout simplement, le Fener était plus fort dans le 4ème quart-temps. Leurs joueurs ont été plus forts, plus dominants, plus agressifs. Et ils ont plus tué le match, tout simplement. Mais moi, je trouve que quand tu vois le début de saison que fait Isaac Gordinier, c'est criminel de pas le mettre. Donc, oui. Pas crédit à Igor Kokoskov pour avoir tué ce match-là. Moi, j'ai trouvé quand même, j'ai mis MVP Nicolo Melli. Parce que... Comme d'habitude, il fait tout. Défensivement, parce que du coup les Fesses, comme ils ont plus de pivot, ils jouaient surtout avec 4 petits, avec PJ Dozier en 4, etc. Et c'est toujours Nicolo Melli qui devait se taper le petit. Il y avait Roland Smith qui prenait le poste 5. Non, n'importe quoi. Il y avait Kemberch ou Armando Bacot qui prenait le poste 5, qui était Roland Smith. Et c'était toujours Nicolo Melli qui devait défendre le petit. Et que ça soit même sur des switches, que ça soit sur Shane Larkin, sur Jordan Lloyd, sur tous les joueurs qu'il a eu en face de lui, il a été très très bon défensivement. Ouais. Et pour moi, c'est ça aussi qui a créé la bascule, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Il y a eu un peu du small ball de la part de l'Efes, et ils n'ont pas réussi à punir. Alors tu souffres au rebond, mais derrière, tu es censé punir aussi avec de la mobilité et tout, et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc crédit à Nicolo Melli, on l'a dit, c'est un joueur exceptionnel de toute façon. On est bon pour les affiches de la semaine? Moi, je suis bon pour l'affiche de la semaine. Très bien. On passe sur la question de la semaine. Tchuss. La question de la semaine qui nous a été posée par Amédi21, encore toi, bon il y a eu d'autres questions mais Julien essaye de poser des questions bien s'il te plaît. La question de Julien c'est est-ce que Valence est meilleur que Paris Basket? Évidemment que non. Donc la question c'est est-ce que TJ Short devrait se faire transférer? Alors ouais, juste chiche. Vas-y. Des chips, je sais pas. Faut dire mon blaze, Ozan. Ah ouais putain, des chips il a dit.
Déjà, il faut savoir qu'en Euroleague, il n'y a pas de transfert comme. Enfin, c'est pas des trades comme en NBA où genre tu échanges des joueurs, etc. C'est. Bah, tu peux rompre ton contrat, aller signer dans une autre équipe, etc. Ou faire des prêts. Il y a eu des rumeurs cette semaine, je sais pas si tu les as vues, Oui, à l'Étoile Rouge. notamment. Il y a eu aussi, alors ça c'était plus une idée, mais voilà, sur le Partizan aussi, puisque avec la blessure de Carlik Jones. Qu'est-ce que t'en penses du coup? Est-ce que TJ Short devrait partir en tout cas du Pana? Alors, j'aimerais qu'on parle de ce sujet, de ce dossier de façon plus détaillée, entre guillemets, prendre le temps et pas juste prendre 1 ou 2 minutes. Donc on en parlera, je pense, la semaine prochaine, vraiment plus en détail. On pourra faire un focus sur la situation, sur les matchs, etc. Là, pour donner mon avis très, très rapidement à chaud par rapport à la question, est-ce qu'il doit se faire transférer? En tout cas, est-ce qu'il doit partir? Non, parce que je pense que tout joueur qui arrive dans une nouvelle équipe a besoin de trouver ses marques. Je trouve que le match qu'il fait cette semaine, ça va déjà mieux. Ah oui, ça n'a rien à voir, ouais. Ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on a pu voir sur le début de saison. Donc, c'est un joueur qui arrive dans un nouvel effectif, qui n'est pas au centre du projet, parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi par rapport à ses années précédentes. Il joue à côté d'un... Ça, c'est un peu le problème hein, pour moi. Et bien sûr, c'est un peu le problème, mais c'est un autre sujet qu'on pourra aborder plus tard. Mais en tout cas, il n'est pas au centre du projet. Il joue à côté d'un MVP. Également, dans un style bien particulier. Donc il y a plein de choses qui font qu'il a besoin de s'adapter, lui, et que l'équipe aussi a besoin de s'adapter. Donc est-ce qu'il doit se faire transférer? Pour répondre à la question, non, il ne doit pas se faire transférer, non, il ne doit pas partir en prêt tout de suite. J'ai besoin d'abord qu'il s'acclimate, comme n'importe quel être humain qui change d'environnement, parce que le changement, ça prend du temps. Et le changement, c'est maintenant, comme disait Nicolas Sarkozy. François Hollande, plutôt? C'est François Hollande, je crois. Ouais, c'est la même. C'est la même merde, de toute façon. Shout out Nico, si tu nous regardes en prison, oublie pas de booster la vidéo. C'est très très drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. La prison c'est dur, la sortie c'est du sûr. Mais reste un peu quand même. Bref. Oh purée, c'est très drôle ça. Non, pour répondre à la question, moi je suis d'accord, je pense pas que TJ Short doit partir du Pana. En plus de ça, c'est un peu mal connaître l'animal qui est un joueur qui a énormément pas d'ego, c'est pas le bon terme, mais énormément de fierté, qui n'a pas peur, qui va toujours affronter les défis et les relever. C'est un dresseur Pokémon ou quoi? Et je suis drôle là. Et voilà, on sait qu'avec Ergin Ataman c'est compliqué toujours au début, on sait qu'il a été malade aussi sur le début de saison. Là il fait un très bon match cette semaine, il commence à prendre des responsabilités. Bien sûr, on pourra en parler plus en détail sur son utilisation, etc. Mais tu es MVP Eurocup, MVP Euroleague, double MVP de championnat de France. Tu arrives au Pana, si au bout de 5 matchs, tu te barres, quel message tu envoies, tu vois? C'est pas TJ... Enfin, pour moi, TJ Short est trop fort pour que on abandonne, entre guillemets, ou qu'on dise, bon bah vas-y, va te développer dans une autre équipe. Non, frérot, l'année dernière, c'est pas un joueur... Je prends un exemple, et encore, même Gabriel Protida, ça n'a rien à voir, mais c'est pas un joueur qui a performé dans une équipe nulle. Il a performé dans une équipe qui a fait les playoffs Euroleague. Donc tu vois, il arrive avec un certain statut. Donc non, pour répondre à la question, pour moi, TJ Short doit rester au Pana. J'ai peu de doutes sur le fait que ça va s'améliorer. C'est déjà en train de s'améliorer. Et de toute façon, on parlera un peu plus du dossier la semaine prochaine. Comment on l'utilise, etc. Voilà. On passe tout de suite sur le 5 de la semaine. Ton 5 de la semaine, du coup, t'as qui? Très, très rapidement, j'en ai 4 déjà. Après, il y en a 2, j'hésite. J'ai Nando, bien sûr. Évidemment. J'ai Nadir. Évidemment. J'ai Roman. On a donné les stats ou pas? Bah, on les a donnés tout à l'heure. Durant. Ok, juste pour rappeler, donc Nando De Colo, 24 points, 5 passes, 27 d'évaluation, 9 fautes provoquées. Ensuite, tu as Nadir, que j'ai également, qui a fait un petit match. Ouais, sympa. Tac. Ah, il est où Nadir? Il est là. Nadir qui finit donc à 23 points 21, je crois. 21. Nadir, désolé, hein, j'étais pas sur la page. Nadir il fait 21 points, 5 sur 6 à 2 points, 3 sur 5 à 3 points, 2 sur 2 lancés, 6 rebonds, 4 passes, 29 dévals. Voilà. Pas mal. J'ai Roman Sorkin. Évidemment, 30 dévals. Quel match. Qui fait un énorme match, un gros chantier dans la raquette. Qui fait 21 points pardon, à 9 sur 11 à 2 points, 6 rebonds, 3 passes, 30 d'évaluation plus 17 de plus minus. Après,
J'hésite entre deux mecs, entre Payola et Misic. Vassili Misic a fait un énorme match, mais le match de Payola aussi avec Bologne contre le Pana, c'est assez fort. C'est assez fort. Ouais. Donc du coup, je vais pencher vers Misic, parce qu'on l'a encensé quand même, et au vu de son match. Donc je vais aller avec Misic. Et sur le poste 4, j'ai mis un mec qui a perdu. Ah ouais? Oui. Mais je croyais que tu pouvais pas mettre des mecs qui perdent. C'est vrai. Ça me fait mal au cœur, mais j'étais obligé de le mettre parce qu'il a fait vraiment un vrai bon match. C'est lors du match de Valence contre... T'as mis Bolmaro sur le poste 4? Bolmaro sur le poste 4. C'est un meneur, frère. Chef, c'est un poste 4 là dans mon 5. C'est tout. Voilà. Ok, moi j'ai pas mis Bolmaro parce qu'il a perdu et on met pas les mecs qui perdent, on a dit. Moi j'ai mis Jordan Noira. Vas-y, ça y est. On va en reparler dans une rubrique qui va arriver très prochainement. Du coup, moi j'ai Jordan Noira qui quand même fait un très bon match. Il fait encore 19 points, 26 d'évaluation. Tu dors très bien. Et c'est qui ton cinquième? Bah, c'est moi, je les ai donnés. Nadir, Nando, Misic, Bolmaro et Roman Sorkin. Ah ok. Ah, bah, j'ai aussi Roman Sorkin et j'ai Donta Hall. Oui. Ah, c'est vrai. Donta Hall Oui. qui fait un énorme match C'est vrai. face au Bayern. Alors j'ai pas regardé, j'ai juste vu les stats, j'avoue. Mais bon, pour une fois que c'est pas Sacha Vezenkov qui a la meilleure éval de son équipe, Non, c'est vrai. j'ai mis Donta Hall. Il Voilà. était bon. Merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de booster la vidéo, de vous abonner au compte Instagram, TikTok et TikTok, Instagram, et de nous poser la question de la semaine pour la semaine prochaine dans les commentaires. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que le retour de Bradley vous a plu. Dites-lui bienvenue, welcome back in the comments pour les bilingues. Chut. Et on vous dit à la semaine prochaine. Babanks. Allez.